batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans pour le compte de cette session d'information. Messieurs et dames, salutations spéciales et bienvenue. Deux routes d'une importance capitale sont en pleine réhabilitation à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Il s'agit de l'avenue Jacques Makiona et Kimbu Mabiala dans la commune de Matadi. Nos reporters sont descendus sur place pour les constats, les détails dans ces reportages suivants. Dans le but de désengorger la route nationale numéro 1, confortée par des embouteillages atroces, l'exécutif provincial a initié les travaux de réhabilitation de quelques axes stratégiques, dont celui de l'avenue Jacques Makiona. Il va de l'entrée Oebeka jusqu'au croisement de l'avenue Kimbu Mabiala, en passant par la place récréative Afrique du Sud et de la RTNC. Lancé le 21 mai 2025, les travaux de réhabilitation de cette route de 1,150 km sont en cours près d'une année après le lancement. À ces jours, ils se sont arrêtés à proximité du complexe scolaire Blanche-Neige à Kinkanda. En dépit de tout, les usagers ont loué l'initiative avant de faire quelques observations. Vraiment, c'est parce que c'est vraiment impraticable de A à Z. Nous sommes dans la joie parce que cette route était impraticable. Grâce aux efforts continus, ça nous aide vraiment. Il faut qu'ils continuent à faire des études dans l'optique de rendre praticables plusieurs routes, car à Matadi, il y en a beaucoup. Ces routes nous aident à trafiquer et malheureusement, certaines personnes y laissent leurs véhicules. De ce côté, il y a plusieurs garages. Ils vont transformer encore cette route en garage. Mais pour le travail, vraiment, félicitations, si nous allons évoluer comme ça, vraiment ça sera bien. Sur l'avenue Kimbu Mabiala, un chantier financé par Foner, lancé au mois de février 2023 par l'ancien gouverneur Gibando Ndungidi. Les travaux sont presque à terme sur cette route longue de 1250 mètres. Après une durée de 3 ans, exécutée par l'Office de voirie et drainage OVD en cycle. Sur place, les riverains ont exprimé leur satisfaction. Je suis dans la joie en regardant ces travaux. On ne croyait pas. À ce jour, le travail a eu lieu. Les travaux se sont bien déroulés. Nous attendons le finissage pour passer à l'inauguration. Que ce ne soit pas seulement cette route, il y en a plusieurs à Matadi. Mais il y a Et parlons éducation. Dans cette section d'information, le frais de participation aux épreuves certificatives édition 2026 publié par le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté suscite des vives réactions au Congo central. Les parents ont manifesté leur ras-le-bol. Les détails avec Merfedi Bangana. La publication de frais de participation aux épreuves certificatives édition 2026 par le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté suscite des réactions au sein des familles. Au Congo central, les frais de participation aux examens hors session sont fixés à 75 000 francs, autrefois taxés à 50 000 francs l'année scolaire passée, et pour l'examen d'État. Un montant jugé exorbitant par plusieurs parents rencontrés. Quand nous voyons ce que nous gagnons, on ne sait pas vraiment, on comprend presque rien. On a souhaité que ce soit peut-être 50 000 là. En tant que parents, on n'arrive pas, les parents sont en difficulté. Il y a des parents qui sont impayés, retard de paiement. On n'arrive pas à comprendre l'État qui fixe les frais exorbitants. Comment est-ce que les parents vont arriver? C'est pour cela que nous constatons qu'il y a trop de kounouna, il y a trop de phasers. Parce que les enfants au cours de l'année quittent souvent les écoles parce que par manque de moyens, les parents sont incapables de supporter les enfants. Nous demandons peut-être au gouvernement cibler les montants
ou bien on demande aux parents de payer 50% et l'État aussi donne 50%. Là, ça va marcher. Les constants est sans appel. Ces frais représentent une charge difficile à supporter dans un contexte économique déjà tendu. Rappelons que les épreuves de la dissertation débutent les lundis 4 mars de l'année en cours. Et changeons de chapitre, cette fois-ci en donnant à la cité côtière de Mwanda, de le territoire qui porte les mêmes noms. Les travaux de construction de la route Banana-Mwanda vont bon train. Après une trêve liée à la pénurie de moellons, les travaux entrepris ULIAP, la cellule de communication de l'agence congolaise de grands travaux ACGT, fait le point dans ses reportages suivants. Les chantiers de la traversée du littoral de Banana-Mwanda progressent désormais à un bon rythme. Initialement, les travaux avaient ralenti en raison d'une pénurie de moellons, ce pierre indispensable à la stabilisation de l'assise du mur de soutènement en béton armé dans cette zone marécageuse. Lancés au PK4 plus des 100, les chantiers avaient rencontré des difficultés d'approvisionnement. Aujourd'hui, la situation s'est toutefois nettement améliorée. Une quantité importante de matériaux est disponible, ce qui permet aux équipes de travailler plus rapidement. À ces jours, les travaux de construction du mur de soutènement en béton armé ont atteint le PK5 plus des 100. Cette progression témoigne d'une meilleure organisation et d'une coordination efficace sur le terrain. Selon l'ingénieur Clovis Voubou, chef de mission, si ce rythme est maintenu, le projet pourra être achevé dans le délai et conformément aux normes prévues. Ici, nous sommes à Banana, au PK5 plus 200. Nous sommes en train de suivre les travaux de construction. Après plus de 2 mois d'arrêt des travaux à cause de la pénurie de moellons, vous pouvez constater que nous venons de faire un grand stock maintenant. Les travaux pourront continuer jusqu'à achever le mur au PK6 plus 0,50. Actuellement, ce sont les travaux de béton de propreté que nous sommes en train de faire. Après avoir décaissé la terre molle, la terre non porteuse, nous avons placé un enrochement. Et après l'enrochement, nous faisons un béton de propreté. Et c'est seulement après le béton de propreté que nous érigeons notre mur de soutènement en commençant par la semelle. Sur place, le changement est visible. Les engins sont en pleine activité, les équipes œuvrent sans relâche, les chantiers retrouvent son dynamisme avec un objectif clair, avancer vite et bien. Et poursuivons ce journal à Manzangungu, un incendie a ravagé une maison commerciale spécialisée dans la vente de baskets et chaussures. Le drame s'est déroulé le jeudi 23 avril 2026, en croire plusieurs sources. Tout a été réduit en cendres par les flammes, notant que l'origine du fait reste inconnue. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée pour l'instant, mais de dégâts matériels sont considérables. C'est le bilan non officiel de cet événement dramatique. Rappelons que le Congo central ne cesse d'enregistrer des cas d'incendie à Matadi, chef-lieu en particulier, et dans plusieurs localités en général. Après 3 ans, son mandat touche à sa fin. La ambassadrice de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, Alison King, fait le zadis aux autorités congolaises avant de quitter Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Elle était allée rencontrer le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, le jeudi 23 avril 2026, 48 heures après sa tête-à-tête avec le VPM de l'Intérieur, Jacquemont Chabani. Les détails dans ce propos choisis pour vous par la rédaction. Suivant. Toutes les 3 années de mon mandat ici, on a vraiment eu une excellente collaboration et on commence maintenant à voir les fruits de cette collaboration parce qu'on a travaillé ensemble pour renforcer les capacités des producteurs congolais pour pouvoir exporter leurs produits avec valeur ajoutée au marché britannique. On a aussi eu des missions commerciales et on pense aussi avoir une mission dans le secteur de l'agriculture très prochainement pour renforcer aussi les liens humains qui auront des résultats concrets en termes d'échanges commerciaux. On vient de aussi lancer notre chambre de commerce britannique-congolaise qui va assurer, institutionner les relations entre nos secteurs privés. Aussi, on vient d'injecter 25 millions de dollars américains
pour dérisquer les investissements ou les crédits aux producteurs agricoles à travers la Robank. Donc, je vois, nous aussi avec Monsieur le ministre, on voit avec vraiment une vraie satisfaction que les échanges commerciaux et aussi les relations entre les Congolais et les Britanniques continuent à se renforcer. Pour vraiment avoir des partenariats gagnants-gagnants. Donc moi, je vais partir avec beaucoup d'émotions, certainement petite tristesse parce que j'ai vraiment adoré les 3 années que j'ai passées ici. Je peux parler aussi au nom de son Excellence le ministre. On voit avec beaucoup de satisfaction les résultats tangibles qui commencent à être apparents de notre collaboration étroite entre son ministère et nos équipes qui vont améliorer la vie des Congolais et des Congolaises, qui vont aider ce pays à se développer et de vraiment convertir le potentiel énorme de ce pays en réalité, en fruits. Donc, bien travailler ensemble. Et il reste beaucoup à faire, certes, mais la volonté politique des 2 côtés, britanniques et congolais, est là. Je vais voir à partir du Royaume-Uni la continuation et le renforcement continuel de nos relations. Et quittons la ville de Kinshasa pour celle de Béni dans la province du Nord Kivu qui va bientôt recevoir un aéroport international en dépit de la situation sécuritaire préoccupante dans la zone. Ces reportages nous dit tout. Suivant. Les travaux d'extension de la piste d'atterrissage du futur aéroport international Etienne Tshisekedi de Béni-Mavivi s'intensifie sur terrain. La société des services Viumbira SSV, qui mène ses projets d'envergure, sous l'impulsion du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le général-major Somoka Koulé Évariste, concentre les activités sur les derniers paliers des pentes pour faire la jonction entre la sienne et la nouvelle piste d'atterrissage. L'ingénieur géomètre et topographe, Achille Kassuré Kambafumoja, l'un des conducteurs des travaux, fait les points sur les temps d'avancement des travaux. Comme vous les voyez, vous les sentez d'ailleurs, pratiquement nous sommes en train de relier la nouvelle à la sienne piste. Et ce que vous voyez derrière vous là, c'est juste à peine 80 mètres et nous serons déjà à la jonction de la sienne à la nouvelle piste. Et donc, les activités se concentrent sur le décapage. Et comme avant, nous avions fait encore une interview ici, et que dans le projet, nous avons 3 paliers de pente et nous sommes au dernier palier. C'est-à-dire nous sommes en train d'excaver et d'enlever la plus forte pente naturelle pour retrouver la pente topographique établie pour le projet et qui nous permettra de relier la sienne à la nouvelle piste. Au-delà des heures diurnes, la société d'un service Viumbira SSV capitalise également les heures nocturnes pour une meilleure rentabilité sur terrain, mais aussi prévenir les cas d'accident à l'heure du décollage ou atterrissage des avions sur l'ancienne piste, indique l'ingénieur Achille Mbafumouja. Ce qui nous a permis d'arriver à ce niveau-là, nous avons directement déclenché les activités à dégo, la journée et la nuit. Bon, il n'y a pas que les Chinois qui travaillent la nuit. Et si vous voulez même les voir, venez, même ce soir, vous allez constater. Nous avons commencé ces activités de nuit il y a à peine une semaine. Et nous vous rassurons, dans 2 jours, je dis bien dans 2 jours, nous serons déjà à la ligne de jonction de la première bande de 35 mètres de largeur. C'est pour maximiser les travaux. Et ce qui nous a permis d'atteindre ce niveau-là. Et parlant de l'information au niveau international, Téhéran, États-Unis d'Amérique qui contrôle le détroit d'Ormuz. Chacun veut montrer que le domine la situation. Washington parle d'une reprise en main, tandis que Téhéran pense perturber le trafic maritime. France Télévisions nous en parle. D'un côté, les Américains arraisonnant ce matin ce pétrolier en utilisant un hélicoptère, la scène se veut spectaculaire. De l'autre côté, les Iraniens arrivant en bateau pour prendre eux aussi le contrôle de cet autre navire. Vidéo rythmée et musique de films d'action.
Des belligérants en pleine opération communication prétendant tous les deux contrôler le détroit d'Ormuz. Les Iraniens utilisent entre autres leur flottille de petits bateaux, les fameux moustiques, bien visibles en mer sur cette image satellite. Ils ont la main mise sur la partie la plus étroite du détroit. Les Iraniens affirment faire payer un droit de passage. Les Américains sont eux à l'extérieur du détroit. Un troisième porte-avions est en train de rejoindre les deux autres déjà présents. Des Américains hors du détroit. D'ailleurs, ils ont arraisonné le pétrolier Majestic X ce matin très loin, au large du Sri Lanka. Au fond, les États-Unis n'ont pas complètement la main. Ça, c'est plutôt les Iraniens qui contrôlent le détroit parce que c'est eux qui mettent en place des mesures coercitives pour filtrer le trafic. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui disent si on ne vous autorise pas à passer, on vous tire dessus. Dans cette épreuve de force maritime, Donald Trump hausse le ton ce soir. J'ai ordonné à la marine américaine d'abattre et de tuer tous les bateaux, aussi petits soient-ils, qui posent des mines dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump affirme enfin que les Américains ont commencé un travail de déminage dans le détroit. Ils le font à distance. La technologie le permet. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette session d'information, messieurs et dames. C'était un réel plaisir pour moi d'être encore par devant vous. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Quant à moi, on se retrouve prochainement. Au revoir. Audio Jungle.